je vais me mettre ici, comme ça, Sophie me voit. Pardon. Ah, j'en ai deux petites retardataires. Voilà. Donc voilà, donc je me mets ici. Donc voilà comment Sophie nous voit. Et c'est mon plaisir et c'est mon privilège d'avoir Sophie avec nous aujourd'hui, qui ne va pas nous faire pleurer. Pascal s'en est chargé, c'est bon. On a pleuré. Donc, mais alors t'as plus besoin de le faire, c'est bon, ça y est, on a pleuré. Donc voilà, c'est mon privilège d'avoir donc Sophie avec nous, qui est toujours, je vais dire, très très en avance sur notre temps, qui est très en avance sur le 21e siècle. Et en général, quand elle fait quelque chose, on peut se dire que ça sera la tendance dans les années qui viennent. Et, c'est un peu madame. voilà, c'est un peu mon baromètre à moi. En tout cas, c'est une de mes antennes dans le monde de demain, Sophie. Donc voilà, donc je vous présente ma petite antenne, Sophie Gironi, qui va se présenter et qui nous parle depuis son camping-car dans le Portugal, son camion qui s'appelle Gary le camion et que vous pouvez suivre au Portugal. Sophie, c'est à toi. Bonjour. Vous n'êtes pas nombreuses. Je vois Céline devant. Bonjour Céline. Les autres, je ne vous reconnais pas trop, je dois dire. Donc, je m'appelle Sophie Gironi, j'ai 46 ans et je suis ce qu'on peut appeler aujourd'hui une nomade digitale, même si c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'il est vraiment utilisé pour tout et n'importe quoi et j'estime que ça ne me définit pas. Je ne suis pas dans le moule du digital nomade qui bosse sur une plage à Bali. Comme l'a dit Valérie, moi, je suis en camion. Parce que depuis 3 ans, mon mari et moi avons fait le choix de vivre et travailler dans un camping-car et de sillonner les routes d'Europe. Après plus de 20 ans dans le marketing digital, je me suis aussi reconvertie à la nutrition en 2019. Et depuis quelques mois, j'ai atteint mon objectif qui est celui de travailler 3 jours et demi par semaine, tout en générant un vrai revenu. Donc, comme l'a dit Valérie, là, je suis au Portugal. Alors, j'aurais voulu m'installer dehors, mais aujourd'hui, il pleut. Donc, forcément, vous avez droit au fond de camion flouté. Mais je pourrais vous montrer des photos, si vous voulez, de ce qu'on a fait ces dernières semaines, puisque c'est quand même l'été ici. Et je suis là pour vous expliquer donc comment j'ai intégré mon rapport personnel au temps dans ma vie professionnelle. Sauf que Valérie, en vrai, on n'a pas bien défini le sujet. Parce que je me suis rendu compte en préparant cette intervention que mon rapport au temps, au final, il n'a jamais vraiment changé. J'ai toujours détesté perdre du temps et tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, c'est toujours dans l'optique d'être la plus rapide et la plus efficace possible dans tout ce que je fais. Ce qui a changé depuis 3 ans, enfin surtout depuis 1 an, c'est ce que je fais du temps que je gagne. Mais la mécanique que j'utilise pour en gagner, c'est toujours plus ou moins la même. Et je vais donc vous l'expliquer en deuxième partie, parce qu'avant ça, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années. Et oui, j'avais dit à Valérie, promis, cette année, je ne vous ferai pas pleurer, parce que je vais vous raconter des choses plutôt sympas. Donc, si Pascal s'en est chargé, c'est encore mieux, c'est fait. Vous avez épuisé vos mouchoirs, on peut passer à des choses plus rigolotes. Donc, moi, en 2014, ça faisait 5 ans que j'étais à mon compte en tant que consultante et j'ai intégré la société Gandhi.net, que vous connaissez peut-être, comme directrice de communication du groupe. Donc, c'était 130 salariés, des bureaux à Paris, au Luxembourg, à San Francisco et à Taïwan. J'étais au moins 6 jours par mois à Paris. J'étais une habituée du vol qui pique, le truc qui décolle à 6h, 6h30, là, qui nous oblige à nous lever à 4h du matin. Et surtout, en parallèle de ça, je cumulais plein de casquettes que j'avais empilées au fur et à mesure des années, notamment en travaillant en consultante. J'enseignais la stratégie digitale à des Master 2 à l'Université de Nice. J'avais contribué à la création du Master Marketing Digital à l'Université de Monaco, où j'enseignais également. J'écrivais des piges hebdomadaires sur l'écosystème digital azuréen pour French Web. Je co-organisais l'Open Coffee, les Barcamp et les Startup Weekend Sophie Antipolis. Je coachais des entrepreneurs, je m'investissais dans la communauté de coworking des satellites. Bref, j'étais en plein dans cette caricature de Wonder Woman, toujours entre 2 avions, brushing et manicure impeccable, agenda de ministre, belle voiture, bel appart et surtout beau voyage en famille. Et il y a eu un événement le 18 février 2016, qui m'a fait comprendre qu'il y avait un truc qui commençait à coincer. Donc, je vous situe le contexte. Je suis à Paris dans un bel hôtel pour un événement que je prépare depuis plusieurs mois, plusieurs centaines de participants, des intervenants de haut vol. Il est 4h du mat et je me réveille.
c'est le jour J et j'ai cette excitation. Alors, pas l'excitation du stress, parce que j'étais calée, mais l'adrénaline, comme les enfants quand ils se réveillent le jour des vacances. Ah, voilà. Ou comme Valérie ce matin, j'imagine. Donc, comme j'arrive plus à dormir, 4 heures du mat, Paris, mon événement commence à 10 heures. Je me dis, bon, allez, je vais en profiter pour prendre un bain. J'ai une belle salle de bain en marbre, un peignoir tout moelleux, plein de trucs pour faire des bubules, nickel. Sauf que voilà, à 4 heures du matin, au lieu de me détendre dans mes bubules et mon bain chaud, j'ai mon cerveau qui part littéralement en vrille. Je me retrouve à boucler mentalement sur ma to-do list. Pas sur ce que j'ai à faire pour l'événement, parce que ça, c'est calé, c'est sur des rails. Non, non, je boucle sur tout le reste. Je commence à penser à la pige en retard que je dois rendre à mon rédac chef, aux copies que je n'ai pas corrigées, à l'examen de mes étudiants que je dois préparer, aux sponsors que je dois rappeler. Et en fait, au lieu de me détendre là dans mes bubules, je me tape une crise d'angoisse qui va me suivre toute la journée. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais au bord du burn-out et cet événement-là m'a vraiment permis d'apprendre à dire non. Et ce n'est pas facile. Mais petit à petit, en plusieurs mois, je commence à renoncer à certains engagements. J'arrête d'enseigner. Je refuse de prendre de nouveaux engagements malgré plein de jolies opportunités qui se présentent. Je me libère du temps et surtout de la sérénité parce qu'au-delà du temps, c'est ça qui se joue, c'est notre santé mentale. Et je le dis vraiment, je pense que j'étais au bord du burn-out à ce moment-là. Et cet événement-là, cette crise d'angoisse m'a permis vraiment de sauver mon cerveau. En plus de cette démarche pro de retrait un petit peu de l'activité, il y a plein de trucs qui se passent aussi au niveau perso. Déjà, les attentats m'ont mis un gros coup au moral. Et surtout, entre 2015 et 2017, mon mari et moi assistons à 7 enterrements de gens plus ou moins proches, parfois super jeunes, des cancers, des suicides. Et ça nous fait beaucoup réfléchir et on arrive à une espèce de prise de conscience en même temps, après quoi on court. Un bel appart, une femme de ménage, une belle voiture, de beaux voyages et surtout travailler toujours plus pour financer tout ça. On se rend compte qu'on est coincé dans un modèle qui ne nous convient pas et du coup, on arrête de courir comme des tarés dans notre roue de hamster, là. On prend un peu de recul et on commence à réfléchir à un autre mode de vie, un autre modèle. En 2008, on se lance dans ce qu'on appelle notre projet Barré. Alors, il y en a qui l'ont suivi sur les réseaux sociaux. On avait prévu d'ouvrir un cowork camp dans le Vaucluse. On a monté un business plan, on a réussi à trouver des soutiens au niveau des acteurs économiques locaux. Bref, je vous la fais courte, ça tombe à l'eau au bout d'un an de travail à cause de problématiques purement administratives. Sauf que dans le cadre de ce projet, on a acheté un camping-car avec l'idée que ça nous permettrait de prospecter facilement dans la région. Et on est tombé amoureux de ce mode de voyage. Du coup, à l'automne 2018, après un été où on a travaillé à distance pour nos employeurs respectifs, tout en voyageant en camion, on décide qu'on va devenir nomade à plein temps. On commande un nouveau camion tout neuf, parce que notre premier camping-car, il est un peu basique, hein, c'est un truc d'occasion qu'on a acheté vite fait, on n'a pas trop réfléchi, et il fallait là qu'on vive et travaille à 3 dans notre nouveau camping-car, donc ça demandait un petit peu d'équipement. On inscrit notre fille au CNED pour son année de terminale. On fait faire son passeport vaccinal international à notre petit fauve. Et le 21 juin 2019, on démarre notre vie nomade. Sauf qu'entre-temps, les choses ont changé sur le plan professionnel. Mon mari est toujours salarié en télétravail, mais il a changé de boîte et il a négocié un 80%. Et moi, entre-temps, j'ai lâché mon job de rêve pour me reconvertir dans la nutrition, qui est ma passion et un sujet d'intérêt fort que j'ai depuis très longtemps. À ce moment-là, on rentre littéralement dans une dynamique très différente, travailler moins pour vivre plus. Et on a un objectif chiffré, tangible. On veut réussir à travailler seulement 3 jours par semaine, quitte à gagner moins. Du coup, ça implique plein de trucs. On réduit la voilure, on vend notre grand appart pour en acheter un plus petit, ce qui nous permet de rembourser notre crédit IMO. Et vous n'imaginez pas l'effet que ça fait niveau charge mentale de ne plus rien devoir à personne. On change de voiture, on baisse toutes nos charges au strict minimum et on devient vraiment minimaliste avec une consommation super raisonnée. On achète d'occasion ou on emprunte dès que c'est possible, on vide nos placards du superflu et on se rend compte que ça nous vide aussi la tête. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein. Entre 2019 et 2021, j'ai bossé comme une tarée pour faire décoller mon activité.
J'ai optimisé tout ce que je faisais pour que ça me prenne le moins de temps possible. J'ai testé plein de trucs, payé des services pour gagner du temps automatisé à mort. Mais depuis décembre 2021, janvier 2022, notre objectif chiffré tangible, c'est une réalité. Mon mari bosse désormais à son compte et limite ses disponibilités à 3 jours par semaine. Et moi, j'ai réussi à me caler sur le même rythme avec mes clients. Donc, on bosse à fond, du mardi matin au jeudi soir. Moi, je fais un peu de relations clients tous les jours parce que forcément, j'ai une communauté en ligne et ça nécessite que je sois un peu présente. J'anime un live d'1 heure le samedi matin. Et le reste du temps, on a du temps. C'est plutôt pas mal d'avoir du temps. Et là, on arrive à la deuxième partie où je vais vous expliquer que ce soit en 2014 pour rentrer plus de choses dans mon agenda ou en 2020 pour avoir plus de temps libre, j'ai procédé de la même manière. J'ai appris à hacker le temps. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des astuces, des petits trucs, des modes de pensée pour vous expliquer comment vous pouvez le faire aussi, parce que c'est franchement, ça porte sur des détails, mais c'est franchement à la portée de tout le monde. Déjà, il y a mon acronyme. Valérie, c'est quoi mon acronyme? Ton acronyme? Mon acronyme préféré, ma phrase préférée, en 4 lettres. Oh, Valérie, t'as oublié? Ah, fucking... Non, c'est pas fucking do it. Si, c'est ça, c'est just fucking do it. Just fucking do it. JFDI, just fucking do it. On a vraiment tendance. Alors, je ne sais pas si c'est un truc de fille parce qu'on a besoin de montrer qu'on sait faire, etc. Je pense que c'est un truc global, mais je le vois souvent chez les filles. On a souvent tendance à surintellectualiser les trucs, à vouloir que tout soit parfait avant de se lancer. Or, cette recherche de perfection, c'est une source de procrastination. Je le sais, je l'ai fait. J'ai été cette perfectionniste qui se sentait frustrée par une to-do list qui n'en finit pas de s'allonger. Et un jour, j'ai compris un truc, mais tout bête, done is better than perfect. Ce qui est fait et ça permet d'avancer. Je vous donne un exemple très bête, mais qui est très significatif. Quand j'ai lancé mon programme, alors moi je vends un programme de formation à la nutrition en 28 jours. Aujourd'hui, il est tout beau, hébergé sur une belle plateforme de formation, etc. Mais à la base, c'était juste 28 emails qui étaient envoyés un mail par jour. Quand je l'ai lancé, il y a 3 ans, je n'avais même pas rédigé les 28 mails qui composaient le programme. J'avais un argumentaire de vente sur mon blog, une idée de l'outil que je pourrais utiliser, un petit formulaire toujours sur mon blog pour s'inscrire et payer avec un petit module PayPal. J'avais un tableau blanc avec 4 grandes phases et 28 idées de contenu sur une pauvre note rangées dans un ordre un peu logique. Quand j'ai eu mes premiers inscrits, donc j'avais rien, je n'avais pas d'outil, j'avais rien. J'ai configuré l'outil d'emailing, j'ai écrit les 4-5 premiers emails et j'ai lancé. J'ai lancé alors que j'avais 10% ou 15% de mon programme qui était prêt. Parce qu'ensuite, poussée au cul par l'idée que mes clients attendaient leur email tous les jours, j'ai fait preuve d'une productivité de dingue. Chaque jour, j'écrivais au moins un mail, parfois 2 pour gagner un peu de temps. Les veilles de week-end, j'arrivais à en écrire 3 pour ne pas travailler le week-end. Et j'avais un niveau de productivité de ouf. Et si ce n'était pas parfait, ce n'était pas grave. Parce qu'on peut toujours réécrire un email, modifier l'ordre d'envoi, adapter en fonction des retours des clients. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais depuis 3 ans. Mon produit, il évolue sans cesse en fonction des retours, mais on n'a pas besoin d'avoir un produit fini et idéal pour le vendre. On vend une idée, on vend un argumentaire de vente et ensuite on déroule. Ça, c'est mon premier principe, c'est le JFDI. Ensuite, il y a un autre principe qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est la loi de Parkinson qui dit que l'exécution d'une tâche va systématiquement prendre tout le temps disponible. En gros, tout ce qu'on fait ne nous prend que le temps qu'on veut bien lui accorder. Et quand on comprend ça, on se rend compte très vite qu'on peut hacker notre productivité, parce qu'il ne tient qu'à nous de décider du temps qu'on va accorder aux choses qu'on doit faire. C'est vous qui décidez du temps que vous accordez aux choses que vous devez faire. Et pour que ces tâches-là rentrent dans ce temps qu'on a décidé de leur accorder, cette fameuse loi de Parkinson, moi j'applique 5 principes simples qui tiennent en 5 mots. Simplifier, optimiser,
systématiser et éventuellement automatiser ou déléguer, à mémoriser sous l'acronyme SOS-AD. Parce que j'aime bien inventer des acronymes. En fait, j'ai inventé l'acronyme pendant que je préparais l'intervention parce qu'il fallait que je me souvienne de l'ordre dans lequel je voulais vous en parler. Donc, vous voyez, j'ai optimisé. Donc, cette méthode SOS-AD, elle va au-delà de mon côté geek qui fait que je cherche toujours les meilleurs outils pour travailler. Elle porte sur des trucs tout bêtes et pas que dans la vie professionnelle parce que le temps se gagne partout. Et surtout, au-delà du temps gagné, il faut bien comprendre un truc. Quand vous vous interrompez quelques secondes dans votre travail pour retrouver votre chargeur de téléphone au fond de votre immense sac à main, alors que vous pourriez simplement avoir un deuxième chargeur au boulot, ce ne sont pas juste 5 secondes que vous perdez. Vous perdez en concentration, en sérénité. Les 5 secondes que vous passez à farfouiller dans votre sac à main en vous inquiétant et en vous demandant si vous n'auriez pas oublié votre chargeur à la maison viennent s'ajouter à tout un tas d'autres petits trucs qui interfèrent et qui finissent par saboter votre concentration et votre efficacité dans tout. Et j'ai plein d'exemples, vous allez me traiter de Brie Van de Camp, mais je vous assure, ça touche à des détails et ça touche à plein de domaines. Un truc à la con, j'ai simplifié ma garde-robe. Alors bien sûr, il y a un côté consommation raisonnée à ça, mais pas seulement. C'est con, hein, mais j'ai 2 couleurs dominantes. Le noir pour tout ce qui est habillé, le bleu marine pour tout ce qui est loisir. Et je l'applique à mes vêtements, mes sous-vêtements, mes chaussures, mes blousons, même mes barrettes. J'y associe du blanc ou du rouge et basta. Ça simplifie le shopping. Je n'ai pas besoin d'aller dans les rayons où il y a d'autres couleurs. Ça m'évite de chercher avec quoi je vais bien pouvoir porter ce joli petit pantalon kaki qui ne va qu'avec un seul demi-haut, mais qui forcément est au sale. Je gagne un temps fou. J'ouvre mon petit placard de camion qui est là. Je prends un pantalon ou une jupe, une chemise ou un t-shirt, peu importe, ça match forcément. J'ai aussi simplifié ma façon de cuisiner. Alors ça, c'est énormément lié au matériel. Hein. En camion, on est hyper limité. On n'a pas beaucoup d'eau pour la vaisselle et on n'a pas de lave-vaisselle non plus. Et en fait, on se rend compte que ce fichu lave-vaisselle nous fait perdre un temps fou à remplir et vider avec un tas d'accessoires qu'on utilise une seule fois et qu'on jette dedans, alors qu'on pourrait juste les essuyer et les réutiliser. Je suis devenue plus rapide en cuisine en réduisant le nombre de trucs que j'utilise. Une poêle, une planche, un couteau, vite lavé, vite rangé. Sur un registre pro, j'ai aussi simplifié la gestion des réseaux sociaux pour mon activité, par exemple. Au début, je me suis embêtée, j'avais des visuels spécifiques avec des tailles spécifiques, des formats spécifiques pour Instagram, pour Facebook, pour Pinterest. Quand je me suis rendu compte que je passais 50% de mon temps de travail à créer des contenus qui ne me ramenaient que 8% du trafic de mon site Internet, j'ai simplifié. Un seul et même format de visuel qui passe à peu près partout, mon blog comme base de contenu parce que c'est lui qui me ramène 80% de mon trafic et de mes clients, et un réseau social prioritaire, Facebook, sur lequel je publie en automatique. Au niveau de l'optimisation aussi, ça peut porter sur plein de sujets. On revient en cuisine, j'optimise le temps que je passe à cuisiner. Alors, je ne suis pas du tout une adepte du batch cooking, hein, je ne me vois pas du tout passer mon dimanche après-midi à préparer mes plats de la semaine, ça manque un peu de variété et d'imagination. Mais quitte à préparer du poulet basquez, par exemple, je prépare 1 kilo de viande, parce qu'à part la taille de la casserole, ça va me prendre le même temps à cuire et à préparer. Et quitte à allumer mon four super gourmand en électricité, je mets 2 rôtis et 6 cuisses de poulet à cuire. Acheter en grande quantité, ça coûte moins cher, et cuisiner en grande quantité, ça permet de gagner du temps. Donc, c'est vraiment tout bénef. Au niveau du boulot, j'optimise tout ce que je rédige, parce qu'on passe beaucoup de notre temps à rédiger. Je réponds à un prospect qui a des questions sur mon produit. Au lieu de lui répondre rapidement, je rédige un email un peu plus long, avec des liens qui vont bien, et je sauvegarde cet email. À chaque fois que j'ai un email du même type, je ressors mon modèle, je modifie un petit peu et hop. J'ai même une application email qui me permet de sauvegarder des modèles et de les intégrer à une réponse en un clic. Je reçois un email, hop, je clique sur mon template, je modifie 2 mots, j'envoie, ça m'a pris 2 secondes. Pareil quand je rédige un article pour mon blog. Généralement, j'en profite pour décliner une version plus courte pour ma page Facebook et 2-3 tweets que je programme tout de suite pour plus tard.
J'utilise Buffer pour ça, mais on peut programmer directement sur Instagram et sur Facebook, depuis Facebook aujourd'hui, par exemple. J'ai aussi régulièrement des questions de mes clients sur des points de fonctionnement de mon programme. Donc, je réponds, bien sûr, pas toujours, mais je vais vous expliquer pourquoi et comment après. Je réponds aux questions, mais surtout, chaque fois que je rédige un email pour répondre à une question sur mon programme, je le récupère, j'en fais une FAQ que j'héberge sur mon site internet et à chaque fois que j'envoie un mail à mes clients, il y a un lien dans le footer vers la FAQ client. Comme ça, ils trouvent d'eux-mêmes la réponse à leurs questions. Un autre exemple à la con qui a surgi pendant que je rédigeais cette intervention. J'ai reçu un WhatsApp d'une cliente qui s'inquiétait sur les résultats qu'affiche sa balance connectée. Je me souvenais d'une vidéo sur YouTube qui expliquait que ces balances personnelles n'ont aucune fiabilité. Donc, je farfouille sur YouTube pour retrouver ma vidéo. Je lui envoie le lien dans WhatsApp en disant « Écoute, ça n'a franchement pas d'intérêt, blablabli, blablabla. » Sauf qu'au lieu de retourner à la préparation de cette intervention, j'ai ouvert mon programme, j'ai trouvé la page où je parle de l'importance de se peser quotidiennement et j'ai mis un lien vers cette vidéo. Comme ça, mes clients ne se poseront plus la question et donc ne me la poseront plus non plus. Tout ce qu'on fait peut être optimisé et rapporté à un autre usage ou sur un autre support. Hop, j'avance. Il faut vraiment garder en tête que tout ce qui va prendre un peu de place à la mise en place peut en faire gagner vraiment beaucoup. La programmation des contenus, les choses comme ça, c'est des choses qui peuvent paraître chiantes parce qu'on a l'impression qu'on va plus vite quand on fait les choses en une fois. Mais au final, ça fait gagner du temps. Côté rangement, c'est pareil. Alors là, j'ai de la chance, j'ai un mari qui est comme moi parce que sinon, je pense qu'il ne me supporterait pas. Mais à chaque fois que j'ouvre un tiroir dans ma cuisine ou à chaque fois que je prends un truc dans mon armoire de toilette, s'il y a un truc qui me gêne pour attraper ce que je veux attraper et qui est un truc que j'utilise jamais, je le vire. Je le mets dans un endroit moins accessible pour gagner le quart de dizaine de milliers de secondes chaque jour nécessaire pour accéder aux produits que j'utilise vraiment. C'est un principe Marie Kondo, mais ça aide pas mal d'avoir des tiroirs désencombrés. Et de la même manière, nous, on a poussé le vice jusqu'à scratcher les télécommandes de la télé derrière la télé dans le camion. Comme ça, quand on roule, elles ne tombent pas et quand on regarde la télé, on n'a qu'à les récupérer. Pour la systémisation, c'est essentiellement la capacité à créer des routines. Alors, il ne faut pas créer des tonnes de routines, sinon on ne s'en sort plus. Mais l'idée, c'est de rassembler des tâches similaires à un moment donné bloqué dans son agenda. Moi, j'appelle ça le batch tasking. J'ai une morning routine qui correspond à un groupe d'onglets enregistré dans Safari. Tous les matins à 8 heures, j'ouvre ce groupe d'onglets et je déroule. Suivi du chiffre d'affaires, paiement Stripe ou PayPal, réponse aux commentaires des clients, réponse aux interactions sur les réseaux sociaux, vérification des publications programmées, suivi de mes coachés. Tout est dans ma barre. Tout est dans mes onglets sur cette fenêtre Safari spécifique. C'est aussi le moment où je check mes emails. Ce n'est pas le moment où je traite mes emails. C'est le moment où je les trie. Soit je peux y répondre rapido et dans ce cas-là, je le fais tout de suite. Soit ça nécessite une action et là, ça devient un élément de ma to-do list que je traîne plus tard. Ma morning routine me prend à peu près 30 minutes et j'y reviens plus du tout de toute la journée, sauf les emails que je regarde mais alors vraiment de loin, 2-3 fois par jour, des fois qu'il y a un truc urgent qui survient. Spoiler, rien n'est suffisamment urgent pour ne pas pouvoir attendre le lendemain matin. Il faut vraiment se décontracter de la réponse email immédiate. Et en matière de réponse email immédiate, j'ai la même chose. J'ai un truc pas bien. J'ai 2 modèles d'email qui ressemblent à des messages automatiques d'absence, mais qui n'en sont pas. J'ai un premier message qui indique que je ne suis pas dispo actuellement. Et dans ce message, je rappelle que je suis dispo du mardi au jeudi et je dis que je répondrai dans les meilleurs délais. Ça me permet de faire patienter un client qui a une question, qui me demande un peu de boulot. Mais ce n'est pas un email automatique, c'est moi qui l'envoie quand je vois un email qui me pose une question et que je sais qu'il va falloir que je travaille dessus. Hop, j'envoie ce modèle d'email automatique qui n'en est pas un. J'ai un deuxième modèle qui me permet de renvoyer les clients perdus en fonction de leurs problèmes, qui dit globalement « je ne suis pas dispo ». Mais en attendant, si ta question porte sur tel ou tel truc, je te rappelle que tu peux trouver des infos à tel et tel endroit. Ça, c'est une façon d'apprendre à mes clients à trouver les infos tout seuls. Et ça m'évite
d'y répondre de manière individualisée. Donc, quand le dimanche, j'ai un email d'une cliente en galère, qui est vraiment en galère parce qu'elle n'arrive pas à trouver le lien pour ceci ou la page pour cela, au lieu de tout arrêter et de lui répondre de manière personnalisée, je lui renvoie ce modèle où il y a tous les liens vers l'aide, tous les liens vers la FAQ, etc. Et elle va se débrouiller toute seule. Et moi, je passe mon dimanche sans me dire « Oh là là, demain matin, il va falloir que je réponde à machine qui a tapé des pieds toute la journée hier parce qu'elle n'arrivait pas à faire un petit truc tout simple. » Donc ça, c'est vraiment de la systématisation et c'est facile à faire. Créer des modèles d'email, ça ne prend pas longtemps. Généralement, vous les avez déjà rédigés. Donc, vous les améliorez un peu et vous avez votre email. J'ai aussi une weekly routine. Alors, ma weekly routine, c'est un autre groupe d'onglets sur mon Safari qui est plutôt consacré aux outils de suivi et aux analytics. Et chaque semaine, je vais vérifier les indicateurs de visite de mon blog, le positionnement sur les moteurs de recherche, l'évolution de mon audience sur les réseaux. C'est vraiment mon tableau de bord. Ça prend 10 minutes et c'est fait chaque semaine. Et mon mari et moi, on a une routine commune pour gérer l'administratif pro et perso ensemble, 2 fois par mois. Et attention, c'est précis, c'est le 1er et le 3e lundi. Ça veut dire que tout ce qui touche au sujet administratif ou comptable est traité uniquement ce jour-là, sauf réelle urgence. J'ai un courrier à envoyer à l'URSSAF, on a les charges de l'appartement à payer, on a un coup de téléphone à passer aux impôts, on a un virement à faire à l'école de Pauline. C'est traité le 1er ou le 3e lundi du mois. Pas le jour où on reçoit l'email, pas au fil de l'eau dans ma to-do list. C'est rassemblé et traité 2 fois par mois et ça ne me pollue pas le reste du temps. Sauf si c'est Valérie ou Wesley. J'ai fini sur la partie SOS, donc simplifier, optimiser, systématiser. Si vous avez déjà tout ça, vous avez déjà fait une belle partie du boulot. Maintenant, je vais passer à AD, automatiser ou déléguer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la partie SOS, mais il y a aussi des choses hyper simples qu'on peut faire, qu'on peut automatiser et déléguer, qui nous prennent un temps fou et surtout qui nous écartent de notre métier premier. Et il n'y a pas forcément besoin d'être geek pour ça, il y a plein d'outils tout faits, il faut juste prendre le temps de les chercher et de les adapter. Un truc que je ne fais plus, par exemple, c'est la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, mes rendez-vous sont traités avec Calendly, c'est un outil de gestion de rendez-vous. J'ai mon agenda qui est littéralement en libre service et les gens viennent prendre les rendez-vous au bon moment sans que j'ai besoin de passer un temps inouï au téléphone à essayer de faire coïncider leur dispo avec mes dispos. J'ai même des rendez-vous payants qui sont configurés qui me permettent de caler mes coachings. Je n'ai pas besoin de parler aux gens pour trouver un moment pour leur parler. Il y a des outils qui font ça très bien. D'ailleurs, à propos de parler aux gens, je ne réponds pas aux appels téléphoniques spontanés. Jamais. Je ne réponds qu'aux appels prévus ou alors quand on m'envoie un SMS avant pour me demander si je suis dispo. J'ai même configuré mon répondeur pour qu'il ne laisse pas la possibilité de déposer un message parce que écouter pendant 5 minutes un message pour rien dire, ça me gonfle. J'ai un message qui dit que je ne suis pas disponible et qu'il est préférable de m'envoyer un SMS ou un email pour que je réponde dès que possible. Un autre truc que je délègue, la compta. Alors, quand c'était compliqué, je déléguais à Valérie et à Céline. Maintenant, j'ai délégué à un ordinateur. C'est-à-dire que j'ai automatisé la gestion de mes paiements pour que ça se gère tout seul. Aujourd'hui, mes paiements, les paiements de mon programme, se produisent essentiellement sur PayPal ou sur Stripe, donc en ligne. Et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un journal des ventes, c'est le truc obligatoire pour les auto-entrepreneurs, et j'ai besoin de calculer mon chiffre d'affaires en temps réel. Eh ben, j'ai créé une petite automation avec un outil en ligne qui s'appelle Zapier, que j'ai connecté d'un côté à PayPal, d'un côté à Stripe, de l'autre à Google Sheet. Et automatiquement, chaque fois qu'il y a une vente, ça vient créer une ligne journal des ventes dans mon super tableau Excel. Et mon tableau Excel, je l'ai configuré pour qu'il calcule le chiffre d'affaires en temps réel, ce qui fait que le premier jour du mois, je récupère la somme qui est écrite dans une case sans avoir besoin de faire un export de la banque, un export de Stripe, un export de PayPal. Je copie-colle ça dans l'interface auto-entrepreneur de l'URSSAF, ça calcule mes charges et c'est payé et c'est fait en 10 minutes. Alors oui, l'automation, il a fallu la créer, il a fallu que je comprenne, il a fallu que je bidouille, mais
Je ne suis pas plus lumière, je ne suis pas plus lumineuse que quiconque. C'est juste que j'ai pris le temps à me dire, je ne veux pas faire ça à la main tous les jours, je ne veux pas faire ça à la main tous les mois. Comment je peux faire pour que ça soit fait tout seul? Je crois que Valérie dit toujours, si j'ai besoin de faire un truc 2 fois, ça peut être automatisé. Je confirme. Mon équipe derrière, vous confirmez aussi. Et parfois, c'est un peu prise de tête d'automatiser, mais je vous assure que ça vous libère un temps. Après, si votre comptabilité, elle est plus complexe que ça, bah, vous déléguez parce que vous n'êtes pas comptable et le temps que vous perdez à gérer votre compta, bah, ça sera beaucoup mieux employé pour vous occuper de vos clients ou pour vous reposer parce que c'est important aussi de se reposer. Un autre truc que j'automatise beaucoup, c'est tout ce qui est publication sur les réseaux sociaux. Alors ça me vient de mon ancienne vie professionnelle, forcément, mais il faut vraiment comprendre que la publication sur les réseaux sociaux, c'est hyper chronophage, même si on a l'impression qu'on fait vite. Et surtout, parfois, il faut publier à des horaires pendant lesquels on n'est pas censé bosser. Et c'est important de ne pas bosser en dehors des horaires où on est censé bosser. Donc moi, typiquement, je paye un service qui s'appelle Buffer depuis des années parce que ça me permet de programmer mes publications de la semaine en une seule fois, au moment que je dédie à la publication de mes programmations. Ça ne m'empêche pas de publier un truc spontané au milieu sur une inspiration, mais avec un peu d'huile de coude, j'ai même réussi à faire en sorte que 2 fois par semaine, mon buffer repartage automatiquement d'anciens contenus tirés de mon blog. Je n'ai même plus besoin de créer du contenu. Je vais arrêter là, il est 11h49. J'ai fait 30 minutes, Valérie, je suis trop forte. Je voulais juste vous dire que si vous arrivez à appliquer déjà ce filtre SOS à toutes vos actions tous les jours, vous gagnerez un temps fou. Je vous assure, c'est impressionnant. Ça demande juste d'être capable de s'extraire de cette fameuse roue du hamster et d'analyser ce que vous faites en vous demandant ce truc-là, je ne pourrais pas le rendre plus simple. Il y a quand même un moyen d'optimiser. Est-ce que c'est vraiment obligé que je fasse ça? Parce qu'on se rend vite compte quand on est capable de prendre ce recul-là qu'il y a des trucs qu'on fait parce qu'on a l'habitude de faire comme ça. Alors qu'on a appris des nouvelles techniques, on a découvert des nouveaux outils ou simplement on a évolué dans notre manière de faire et on peut le faire mieux, plus vite et plus efficacement si on prend juste le temps d'y réfléchir. J'ai terminé, Valérie. Vous avez des questions? Alors d'abord, merci 1000 fois. C'était comme toujours, bref, inspirant et ça nous ouvre des tas de perspectives. Et je vais laisser un peu de place aux questions. On a tout notre temps. De toute façon, elle ne va pas nous répondre. Elle a un mail préparé de réponse. J'ai automatisé. Du coup, tout ce temps libre, vous en faites quoi maintenant? Alors, c'est en fait, voilà. Alors, c'est plus en famille parce que notre fille, elle a commencé ses études supérieures il y a 2 ans. Donc, elle est restée dans notre petit appart à Nice pendant que nous, on voyage. On a fait l'inverse. Normalement, c'est les enfants qui quittent le nid pour aller faire leurs études. Nous, on la laisse faire ses études et on a quitté le nid. Et aujourd'hui, en fait, on visite, on bouge en camion. Donc, les 4 jours pendant lesquels on ne travaille pas, c'est les 4 jours où on roule. Les 3 jours où on bosse, donc généralement du lundi soir jusqu'au vendredi matin, on est posé. Là, par exemple, on est posé sur une aire où il y a de l'électricité, où il y a la possibilité de vider la cacassette, où il y a la possibilité de faire le plein d'eau. Parce que clairement, quand on bosse, par contre, on est à fond. C'est-à-dire qu'on est 12 heures par jour, complètement dedans. Mon mari, il enchaîne réunion sur réunion. Moi, je travaille, je fais des webinaires le soir, etc. Mais c'est notre tunnel. J'appelle ça le tunnel boulot de la semaine. Donc, pendant notre tunnel boulot, on essaye d'être posé dans des endroits où c'est facile en termes de logistique. Et le vendredi matin, généralement, le vendredi, c'est le jour où on fait le ravitaillement pour avoir le frigo plein pour le week-end. Et on part, on roule 1 heure, on va à la plage, on visite un petit village, on se fait un resto, on revient, on repart, on va ailleurs, etc., etc. Donc, pendant 4 jours, en fait, on est vraiment en mode vacances. Sauf le samedi matin où j'anime un live, donc là, ça me bloque un peu de temps. Mais sinon, pendant 4 jours, on est réellement en mode vacances. Et moi, j'ai redécouvert le crochet, j'ai redécouvert les mots fléchés, mon mari s'est mis au sudoku, je lis beaucoup plus que ce que j'ai eu le temps de lire jusqu'ici. J'écoute des podcasts, je rencontre des gens, je vais à la découverte de la culture du pays où je me trouve. Je suis vraiment en mode touriste pendant 4 jours. Cette organisation quand même qui a été présentée, qui est très intéressante, elle dépend quand même pas mal du réseau et d'Internet. Comment ça se passe en voyage? Pas trop de stress ou on a une perte de réseau En fait, clairement, pendant les 3 jours où on est coincé sur des airs, c'est aussi la première
la première problématique. C'est-à-dire que moi, en fait, je fais du coaching en ligne, donc moi, j'ai besoin d'Internet. Je fais des lives en ligne, donc j'ai besoin d'Internet. Donc, les 3 jours par semaine et le samedi matin, c'est la première problématique. On a des applications. Et en fait, on croise 3 applications en permanence. Alors, on a une application météo parce qu'on n'est pas là pour souffrir, OK? Donc déjà, on n'a pas envie de se prendre la pluie, la grêle, la boue. Donc déjà, on regarde toujours où est la meilleure météo, où est-ce que ça va être le plus agréable, parce que même quand on travaille, quand il tombe des cordes, ça fait du bruit, c'est vraiment difficile, on dort mal la nuit, etc. Donc, première application, la météo. Deuxième application, alors il y en a plusieurs, mais nous, on utilise Park4Night. C'est une application qui permet de trouver des spots. Donc, une fois qu'on a trouvé l'endroit où il fait beau et l'endroit où il y a le spot pour le camion, là, on regarde les applications qui permettent de savoir s'il y a du réseau et on ne va que dans les endroits où il y a de la 4G, 4G+, sachant qu'on a quand même une antenne sur le toit à laquelle on a à brancher un réseau ou un routeur Wi-Fi, ce qui fait qu'avec notre carte 4G, on a quand même un signal un peu plus fort et une meilleure réception. S'il n'y a pas de réception, il n'y en aura pas plus. Mais si on est dans un endroit un peu éloigné où la réception n'est pas terrible, on gagne un peu en puissance. Mais oui, clairement, l'accès au réseau est important pour nous pendant ces 3 jours-là. Donc, ça nous empêche de partir vraiment en autonomie complète, en plus de la problématique de la gestion de l'eau, de l'énergie, etc. Et au niveau couverture géographique, vous faites quoi comme voyage? Alors, il faut quand même savoir qu'on a le Covid qui nous a bien pété les ovaires et qui nous a bien pété nos rêves de voyage. Mais on a fait en 2019 le nord de l'Italie, l'Autriche, le Tyrol, les Dolomites, l'Allemagne. On a navigué en France de long en large en travers. On a fait l'Espagne sud, l'Espagne nord. Là, on est au Portugal. On avait pour projet de faire la Sardaigne juste au moment où le premier confinement a été lancé. Donc là, on a dit, oups, on va éviter de se retrouver en quarantaine sur un bateau. Donc, on est resté en France. On avait aussi l'intention de faire tout ce qui est Scandinavie, mais pareil, ça demande 2 mois, 2 mois et demi. Et jusqu'à présent, les restrictions liées au Covid étaient un peu complexes pour qu'on soit serein. C'est toujours pareil, il y a cette problématique du travail. Quand on part en vacances, si on est obligé de rentrer à n'importe quel moment parce qu'il y a un confinement qui est déclaré ou autre, bon, on prend, on roule un camping-car, en une journée, on est rentré en France. Ce n'est pas le problème normalement quand on est en Europe. La problématique, c'est que nous, si ça surgit à un moment où on est censé bosser, qu'on a des réunions, des rendez-vous, ça demande de couper vraiment tout ce qu'on fait pour nos clients et on ne veut pas se l'imposer. Donc, on essaye de rester dans des endroits où justement, on ne va pas avoir trop de problématiques. Là, on a carrément acheté un petit bout de terrain au fin fond de la Corrèze sur lequel on gare notre camion pour pouvoir rayonner plus facilement. Quand on a démarré notre vie nomade avant le Covid, on pensait faire plutôt un circuit en Europe. Et en fait, avec le Covid, on est plutôt parti maintenant sur du rayonnement. Donc, du centre de la France, on rayonne vers l'Espagne, le Portugal, vers l'Italie. Là, on espère pouvoir faire l'Écosse bientôt. Et l'Angleterre. Mais voilà, on reste quand même dans un endroit assez limité, aussi parce qu'au niveau des connexions web, par exemple, en Europe, le roaming, c'est relativement pratique. On arrive à avoir de la 4G partout. Dès qu'on sort de l'Europe, les tarifs sont plus les mêmes et c'est plus compliqué. Donc, on essaye de rester plutôt en Europe. Et puis, bon, je dois avouer qu'en ce moment, l'Europe de l'Est, on a moins envie d'y aller quand même. Et combien de kilomètres par semaine vous fixez de faire quand vous changez d'un endroit à l'autre? Alors, on ne se fixe pas. En fait, il y a un truc qu'on déteste faire, c'est fixer les choses. On se fixe nos 3 jours. C'est pas de l'organisation, bien croire. En fait, ça dépend. Là, typiquement, on a passé 3 semaines en Algarve. L'Algarve, c'est un petit territoire, mais il y a plein de choses à voir. Donc, il y a eu des samedis où on roulait 20 km, 30 km juste pour aller nous garer à côté d'une autre plage et pouvoir pique-niquer sur cette plage-là. Et puis, on roulait encore 20 km ou 30 km le dimanche parce qu'il y avait un marché un peu plus loin. Là, ce week-end, on a roulé 200 km parce qu'on est passé de l'Algarve à au-dessus de Lisbonne et que le bout en bas ne nous intéressait pas trop. Donc, on a roulé plus longtemps pour se rapprocher d'un centre d'intérêt. On n'a pas vraiment. Il y a des fois où on est super bien là où on est et où on dit non, mais on ne bouge pas le camion, on va se balader à vélo, on va aller faire le marché, on va prendre le soleil dehors sur nos chaises longues. Et puis il y a des fois où
ça nous pète le... Hein, et on décide qu'on s'en va parce qu'on n'est pas bien là où on est, parce qu'on a envie d'aller voir autre chose. On a vraiment une liberté d'organisation. On est tout le temps en train de farfouiller, trouver des endroits, on regarde les voyages d'autres nomades digitaux, les endroits où ils sont allés. Si on voit des photos, on se dit « Oh, ça peut être sympa, on peut essayer ». Mais on ne se fixe pas d'obligation. Là, par exemple, hier, j'ai rencontré une de mes clientes qui a vu que j'étais au Portugal et qui m'a dit « Ah, si tu passes, dis-le-moi, etc. » Et on ne s'est pas mis d'obligation, c'est-à-dire que je lui ai dit « Écoute, je te dirai à la dernière minute parce que si la météo n'est pas bonne, bah, peut-être qu'on va tracer plus loin ou peut-être qu'on va changer de région ou peut-être qu'on va se rendre compte que la 4G n'est pas bonne et qu'on ne pourra pas rester. » Et on a décidé vraiment en dernière minute de se voir hier parce que oui, on s'était posé là où on pensait pouvoir se poser, parce que oui, il y avait de l'Internet, parce que oui, la météo étant pas terrible, de toute façon, ça ne servait à rien qu'on aille se mettre plus près d'une plage, etc. Mais on anticipe beaucoup les opportunités, mais on ne se fixe jamais rien trop longtemps à l'avance. Merci. D'autres questions? Non. On est au bout. Et ben moi, il me reste à te demander si tu veux bien citer en fait au moins 3 endroits où on peut te suivre. Parce que je vais les citer, mais je vais faire des erreurs. Donc, vas-y. Alors, Gary le camion, c'est notre aventure en camion. Vous cherchez dans Google, ça va remonter. C'est G-A-R-I, parce que ça a une double signification et c'est lié à nos racines niçoises. C'est Gary, G-A-R-I, comme Garibaldi, parce que Garibaldi, c'est une figure historique importante pour les Niçois, qu'accessoirement, c'était un militaire nomade qui a beaucoup voyagé, donc je trouvais que ça allait plutôt bien à Gary. Et Gary, c'est aussi... Lougari en niçois, si vous parlez un petit peu le niçois. Lougari, c'est le rat, mais c'est aussi le petit mot gentil qu'on dit à un petit jeune « Oh, d'où vas Gary ?» Où tu cours, petit rat. Et du coup, on s'est dit que c'était rigolo. Donc, le camion s'appelle Gary, G-A-R-I, le camion. Vous cherchez Gary le camion sur YouTube, sur Google et ça va vous sortir. On est essentiellement actif sur Facebook et Instagram. On a un blog qu'on remplit petit à petit, mais avec chacune de nos sorties, donc ça nous prend du temps. On a une chaîne YouTube qui n'existe carrément pas, on ne fait rien dessus. Mais voilà, en cherchant Gary le camion, vous devriez nous trouver. Et moi, mon activité de coaching nutrition, elle se déroule essentiellement sur un blog. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram et une page Facebook. Et vous trouvez tout ça en cherchant Sophie Gironi sur Google. Et normalement, vous devriez tomber sur Les Assiettes de Sophie, qui est mon blog, et tous les réseaux sociaux qui en découlent. Eh bien, écoute, il nous reste à te réapplaudir parce que franchement, c'était magistral. Et moi, je vais venir en face de toi et sans masque pour te remercier encore infiniment et te dire qu'on t'aime. À bientôt. Bonne fin de journée. Ciao. Bonne journée.